Imaginez un instant que nous organisions un concours d'échecs. D'un côté, nous avons un grand maître international. De l'autre, un amateur enthousiaste qui joue le dimanche. Donc, voilà, c'est un hobby pour lui. Sur qui pariez-vous? Le grand maître? Bien sûr, à 100%. 100%. C'est un grand maître. C'est normal. Comparé à, disons, c'est un peu comme, on te dit, entre Mbappé et moi, Thierry, qui sera meilleur sur un terrain de football? Bien évidemment, Mbappé. Et donc, si je dois miser sur quelqu'un, je vais miser sur Mbappé. Et ça vaut pour n'importe quel joueur professionnel. Alors que moi, je suis un enthousiaste, un amateur, un footballeur du dimanche. Alors maintenant, imaginez un concours de chirurgie cardiaque. D'un côté, un chirurgien renommé. De l'autre, un boulanger. Qui voulez-vous pour vous faire opérer? La question ne se pose même pas. Le boulanger, bien sûr. Ah non, je rigole. Bien sûr que c'est le chirurgien. D'accord? Bien sûr. Alors, dans presque tous les domaines de la vie, que ce soit la médecine, l'ingénierie, le sport, ce que vous voulez, le talent, l'expérience et l'intelligence brute garantissent la victoire à long terme sur un amateur du dimanche. OK? Disons même sur un amateur de manière générale. Donc, sauf dans un seul domaine. Et le domaine qui nous concerne, c'est l'investissement, de manière générale. Sauf dans ce domaine-là. C'est le seul domaine où un bibliothécaire à la retraite qui achète des fonds industriels peut systématiquement surperformer une équipe de mathématiciens titulaires de doctorat travaillant 80 heures par semaine avec des supercalculateurs. Oui, ça existe et c'est même une histoire vraie. Alors, comment est-ce possible? En fait, la réponse est simple. Elle réside dans ce qu'on appelle le biais de complexité et le piège de l'ego. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Alors, les personnes très intelligentes ont l'habitude de résoudre des problèmes complexes. Donnez-leur une équation difficile, elles la résolvent. Donnez-leur un système compliqué, elles le décodent. Le problème survient lorsqu'elles appliquent cette logique au marché boursier. Donc, elles partent du principe que pour obtenir des résultats supérieurs, elles doivent utiliser des méthodes supérieures. Elles cherchent des modèles mathématiques, des corrélations obscures ou bien tentent de prédire la macroéconomie au décimal près. Mais le marché n'est pas un problème de physique. C'est un problème de sociologie. La bourse n'est pas une science dure, régie par des lois immuables. C'est un système adaptatif, complexe, piloté par les émotions de millions d'humains imprévisibles. Les gens brillants échouent souvent parce qu'ils tentent de calculer ce qui ne peut pas être calculé. Le comportement humain. Je me rappelle dans mes cours de sciences économiques, le postulat de base, c'est le mot economicus est rationnel. L'être humain est rationnel, donc il prend les décisions toujours dans son meilleur intérêt. Ce qui est, c'est faux, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais on a besoin de ce postulat-là pour essayer de modéliser certains éléments en sciences économiques. Mais moi, je savais que parfois, s'il me reste 100 dollars dans la poche et que tu me dis, OK, voilà, il y a une fille, il y a peut-être une fille qui te plaît énormément ici, qui veut bien que tu l'amènes en date. Il te reste juste 100 dollars. Tu sais que si tu utilises tous ces 100 dollars-là, tu ne pourras pas manger de la semaine. Peut-être que je pourrais être poussé à dépenser de ces 100 dollars dans des futilités. Oui, c'est un exemple bête, mais aucun être humain n'est rationnel. On aspire à être rationnel, mais non. Il faut juste reconnaître quelles sont nos limites. C'est le plus important. Et donc, et pire encore, quand vous êtes très intelligent, ça vous donne une confiance excessive en vos propres modèles. Donc, qui sont déjà à la base pas très vrais. Mais vu que vous êtes intelligent, vous avez dit, oui, mais techniquement, 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est logique de le faire comme ça. C'est pas quelqu'un qui sait même pas, voilà, qui sait à peine lire un bilan comptable qui va m'apprendre quoi que ce soit sur la bourse. Ce genre de choses-là. Donc,
pour mieux édifier ce dont je veux parler, ce dont on parle en date d'aujourd'hui, savoir pourquoi être trop intelligent peut ruiner votre portefeuille, prenons un exemple simple, un exemple très connu. Et peut-être que vous ne le connaissez pas ici, je vais parler de LTCM. On va faire simple, hein. Venons là. On va faire ici LTCM. Boum. D'accord? Pour les plus curieux, allez-y, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on va déjà, voilà, on va faire un petit résumé rapide. Donc, pour illustrer ce point par rapport à l'intelligence, il n'y a pas meilleur exemple, ou bien il n'y a pas plus tragique que l'ascension et la chute de Long Term Capital Management. Donc, au milieu des années 90, ce fonds d'investissement était considéré comme la Dream Team de la finance. Il ne s'agissait pas de simples banquiers, attention. L'équipe comptait dans ses rangs Myron Scholes et Robert Merton, deux économistes qui allaient recevoir le prix Nobel en 1997 pour leurs travaux sur la valorisation des produits dérivés. Leur stratégie était purement mathématique. Ils utilisaient des algorithmes complexes pour repérer des anomalies de prix minimes entre des obligations. J'ai bien dit des anomalies de prix minimes entre des obligations, pariant que ces prix finiraient par converger mathématiquement vers la normale. Donc, ils ramassaient des centimes devant un rouleau compresseur, mais avec un effet de levier, à savoir une dette massive pour transformer ces centimes en millions. OK? Donc, pendant 4 ans, cela a fonctionné à merveille. C'était magnifique. Ils se sentaient invincibles et ils avaient résolu le marché, selon eux. Et j'utilise entre parenthèses le terme résolu le marché. Puis en 1998, la Russie a fait défaut sur sa dette. C'était un événement que leur modèle avait jugé statistiquement impossible. C'était un événement hors norme. Mais les marchés, contrairement au modèle, paniquent. Donc la liquidité s'est asséchée. Les corrélations ont changé. Et en quelques semaines, les génies de LTCM ont perdu des milliards. Le fonds a implosé, menaçant d'emporter tout le système financier avec lui. Histoire vraie. Et il a fallu l'intervention de la Réserve fédérale pour éviter une catastrophe mondiale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, leur intelligence leur a permis de construire un modèle brillant. Mais leur orgueil leur a fait oublier que le monde réel est plus chaotique que la théorie. Ils ont confondu le risque, qui peut être mesurable, et l'incertitude, qui, elle, est imprévisible. OK? Et même quand je dis même le risque peut être mesurable, et ça c'est même entre parenthèses, parce qu'on a la prétention même d'identifier. Enfin, on peut identifier le risque. Mesurer, c'est un gros terme. Mais disons, prenons ça comme ça. Alors, à l'opposé du spectre, prenons par exemple, nous avons parlé de LTCM, dirigé par des génies, etc. On a vu à quoi ça ressemblait après. Mais prenons maintenant l'approche de Warren Buffett. Buffett est indéniablement intelligent. Ça, c'est vrai. Mais il répète souvent cette phrase célèbre. Et je cite, « Investir n'est pas un jeu où un gars avec un QI de 160 bat le gars avec un QI de 130. Une fois que vous avez une intelligence ordinaire, ce dont vous avez besoin, c'est le tempérament pour contrôler les pulsions qui causent des problèmes aux autres. » Parfois, il rajoute, enfin, il y a également une autre citation, il mentionnait que si tu as un QI de 160, en fait, cherche à te débarrasser des 60 supplémentaires. Ça peut être que c'est 60 ou 30, mais en fait, tu n'en auras pas besoin. Ça ne sert à rien d'être trop intelligent pour investir en bourse. Ça ne garantit pas le succès. OK? Mais ce qui compte avant tout, c'est le tempérament. Le tempérament. Et donc, Buffett et Charlie Munger de Regretter Mémoire ont bâti Berkshire Hathaway non pas sur des formules complexes, mais sur des principes simples. C'est presque ennuyeux. En fait, c'est tellement simple que ça, par contre, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à essayer de faire autre chose? Alors que voilà une formule simple qui a fonctionné. Première chose, acheter des entreprises de qualité. Deuxième chose, s'assurer qu'elles ont un avantage concurrentiel durable. Troisièmement, ne pas payer trop cher. Quatrièmement, ne rien faire la plupart du temps. Quand on lui pose la question de savoir qu'est-ce que vous faites tous les jours, il se dit, je m'assois et je lis toute la journée. Et que la lecture, c'est comme les intérêts composés.
plus vous lisez, plus ça s'accumule. Et plus vous arrivez à développer des cartes mentales qui vous permettent de faire le moins d'erreurs possible en matière d'investissement. Donc, c'est tout. Donc, les 4 points qu'on a tantôt cités, donc à savoir acheter les entreprises de qualité, s'assurer qu'elles ont un avantage concurrentiel, ne pas payer un prix trop élevé, ne rien faire la plupart du temps, ça vous rappelle une chose? Celui-ci, Terry Smith. On va aller sur Fundsmith présentement. Il n'était pas dans LTCM. Hein. Je vais juste vous montrer quelque chose. Il a quelque chose. Il a une devise. Elle est affichée partout ici. Oh là là. J'espère que je vais la retrouver. Hein. Alors, on fait simple ici. Où est-ce que c'est ça? Document. Je pense que ça se retrouve. Bon, après, je vais faire ça. Devise ou bien mantra. Buy good company. Privilégier la qualité à la valorisation. Acheter les bonnes entreprises. Stratégie à long terme. Investissement. Ok. Non, je la cherche. Oh. Ça peut être un mantra. Attendez. Buy good company, good price, machin. Voilà. Buy good company. Acheter de belles entreprises, de bonnes entreprises. Ne pas surpayer et ne rien faire. Buy good company, don't overpay, and do nothing. C'est tout. Acheter la qualité à bon prix et être patient. Vous pouvez également le dire comme ça. Et donc, si ces gens-là qui ont du succès à long terme, hein, je parle parce que à court terme, parfois, on peut se dire, non, il ne bat pas le marché depuis 5 ans, etc. Regardez le portefeuille. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui sont à l'intérêt sont intéressantes? Il peut se tromper à un moment donné. Ça arrive à tout le monde. Mais n'empêche que ses performances parlent pour lui. OK? Donc, acheter la qualité, ne pas surpayer et ne rien faire. Et c'est la partie ne rien faire qui dérange souvent certaines personnes. Parce qu'on a tendance à vouloir acheter quelque chose tous les jours. Non, parfois, il faut juste mieux aller, c'est pas moi, aller marcher. Ou bien essayer juste de mieux comprendre une autre industrie que vous ne possédez pas encore. OK? Donc, le problème des investisseurs qui se surestiment, c'est qu'ils prennent des risques fatals. Ils s'endettent trop. Et quand on dit s'endettent trop, c'est quand vous utilisez les produits dérivés, faites toujours attention. Ils concentrent trop leur portefeuille sur des paris spéculatifs où ils essaient de timer le marché, à savoir ils veulent entrer et sortir au bon moment. On sait que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Alors que l'investisseur humble que tu es sans doute, ou bien si tu ne l'es pas encore, enfin je présume, hein, parce que dans tous les cas de figure, lisez la description sous cette vidéo aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin. On a quelque chose pour vous. Et donc l'investisseur humble, c'est qu'il ne peut pas prédire l'avenir. Je sais une chose que je ne sais pas, je sais pas ce qui va se passer demain. Mais j'ai la probabilité qu'une entreprise comme Alphabet reste d'actualité demain ou l'année prochaine est très élevée. Donc, il sait qu'il ne peut pas prédire l'avenir. D'accord? Parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Et vu qu'il sait qu'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il diversifie. Il sait également que les cracks arrivent. Tôt ou tard, un crack surviendra. Et donc, il a toujours une épargne de sécurité. Ensuite, parce qu'il sait qu'il ne sait rien et qu'il est émotif, il choisit peut-être ici de faire du DCA. Et je ne vous demande pas de faire du DCA en matière de stock picking. Vous savez qu'en stock picking, on fait du DVA, Dollar Value Averaging. D'accord? Aussi longtemps que la valeur est élevée par rapport au prix, on peut continuer à acheter. On n'achète pas automatiquement une action individuelle. Vous pouvez le faire sur des ETF et encore avec les ETF, ça a plutôt bien marché sur les dernières années. Mais voilà, faites-le sur les ETF, ne le faites pas sur les actions. Sur les actions, de toute façon, sur cette chaîne, nous, on parle uniquement de stock picking. Mais j'ai toujours dit une chose, c'est que quand vous commencez à investir, commencez avec les ETF. Et au fur et à mesure que vous vous sentez de plus en plus à l'aise, basculez sur des actions. N'allez pas directement sur des actions, etc. D'accord? Paradoxalement, admettre ses limites intellectuelles face au marché est, selon moi, je dis bien, et ça, c'est langage que moi, d'accord? Donc, admettre ses limites intellectuelles. J'ai bien dit, tu t'assois, tu te regardes, tu dis, moi, Thierry, je ne sais pas lire un bilan comptable. Tu l'admets. Tu ne prétends pas le faire. Et donc, déjà l'admettre, c'est le signe le plus sûr
d'une future richesse à long terme. Parce que tu sais où est-ce que ton avantage se situe. Comment est-ce que tu peux faire pour le maximiser? Quand je dis maximiser, sans prendre plus de risques que ça. Hein. Et tu mets de côté ce que tu ne sais pas. Bon, tu vas apprendre à maîtriser petit à petit. Mais on a trop souvent vu des gens qui ne comprennent rien sur les compagnies bancaires, qui en achètent. Et qui posent des questions. Tu dis, ouais, mais pourquoi ça baisse? Je te dis, est-ce que tu sais même d'abord ce que tu as acheté? Ou bien qui va te répéter à peu près tout ce qu'on te raconte à la télé, à savoir, oh non, cette compagnie va mourir parce qu'il y a l'IA. Il n'est même pas client. Il ne sait même pas comment fonctionne cette compagnie. Il n'est même pas au courant que dans cette compagnie-là, il y a peut-être 3 segments différents. Et que le segment qui concerne l'IA est peut-être insignifiant. Parce qu'on n'a pas l'humilité d'admettre ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne sait pas. Si je ne sais pas, si je ne connais pas, que je te dis que je ne sais pas, c'est tout. Ce n'est pas une honte. Parce qu'admettre que nous sommes limités intellectuellement, bien qu'on n'a pas de connaissances sur un sujet en particulier, c'est déjà un bon point, c'est une bonne chose. OK? C'est même le début d'un bon apprentissage, dans le sens où, si quelqu'un te dit aujourd'hui que je sais valoriser les compagnies, il a la prétention de le faire parce qu'il a fait 9 fois sur 10, ça a fonctionné. Mais en réalité, si ça a fonctionné, c'est peut-être parce que, en fait, son 9 fois sur 10, il a peut-être bénéficié d'un facteur chance. Mais bon, 9 fois sur 10, ça fait quand même beaucoup. Okay? Il va peut-être te dire que oh, moi, j'achète les entreprises parce que si je vois un pigeon sur ma fenêtre le lundi matin et que c'est l'entreprise que j'avais regardée avant de voir le pigeon, c'est ça que j'achète. Croyez-moi, des stratégies comme ça existe. Hein? Ça existe. Ça existe. Il y a beaucoup de choses même qu'on utilise sur les marchés de manière générale. Il y a des gens qui étudient l'astrologie ou ce choses. Il y a tellement de choses. Et parfois, des gens gagnent de l'argent avec ça. Je dis tôt ou tard, même un singe peut gagner de l'argent en bourse. Malheureusement. Encore que je ne dis pas que vous avez une intelligence supérieure au singe. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça... Attention. Je ne suis pas en train de dire ici que pour gagner de l'argent, il faut avoir l'intelligence d'un singe ou bien pour gagner de l'argent, il faut avoir ici une intelligence au-dessus de la moyenne. Non. Il faut avoir le bon tempérament. C'est tout. C'est le tempérament la clé. C'est le tempérament. Et donc, s'il fallait retenir quelque chose ici, si vous voulez vraiment réussir en bourse, vous n'avez pas besoin d'être un génie des maths. Vous avez besoin de caractère. D'accord? Vous devez savoir que le tempérament est supérieur à l'intelligence. Je répète, le tempérament est supérieur à l'intelligence. Parce que le premier ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. La personne que tu vois dans le miroir, c'est ton ennemi. C'est ton premier ennemi. C'est lui qui t'empêche d'avoir du succès à long terme en bourse. Donc le tempérament est supérieur à l'intelligence. Votre capacité à ne pas paniquer quand tout s'effondre est plus importante que votre capacité à analyser un bilan comptable complexe. Le tempérament. Et je vous assure que ça se travaille. Ça, je dis toujours que moi, je suis intéressé, quand je parle à un investisseur, généralement, qui débute, etc., je veux savoir où est-ce qu'il perd de l'argent. Comment est-ce qu'il se sent? Quelle est la réaction qu'il a présentement? Je n'ai pas envie de savoir où est-ce que tu as gagné. Tu me dis, non, j'ai fait 300% sur X, oui, on s'en fout. Là où tu perds de l'argent, comment tu te sens? Qu'est-ce que... Ah non, je n'ajoute plus parce que je suis déjà à moins 50. Là, ça me permet de... Ah, tu n'ajoutes plus parce que tu es à moins 50. À quel moment tu me parles de valeur? Tu vois déjà que ça te permet d'identifier une faille. Et donc, deuxième point ici, c'est il faut se méfier de la complexité. Les stratégies d'investissement sophistiquées servent souvent à justifier des frais élevés et non à générer de meilleurs rendements. J'ai vu beaucoup de gens ici qui utilisent le fameux JPEG, c'est ce truc-là, JPEG. Voilà, c'est un ETF de JP Morgan. Pareil que ça donne 10% de dividendes, etc., machin truc. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que, vous sacrifiez de la performance avec ce truc-là. Et parce que si tout va mal, ça, c'est un ETF. En fait, sur cet ETF, il faut plus se concentrer sur les problématiques de l'ETF en lui-même. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
et sous-entendre que ça va arriver tôt ou tard. Et quand ça arrivera, au moins, vu que vous avez fait le travail en amont, je ne dis pas que n'achetez pas ça, etc. Ça peut avoir ça a une raison d'être dans un portefeuille en particulier. Mais en termes de pondération, vous n'allez pas baser vos économies sur ce genre de choses. Parce que stratégie, disons, complexe, frais élevés. Disons ici, je veux mettre fees. C'est combien? Combien ça coûte le JPEG ici? Il est même à 0 point. C'est un bon prix en plus. Mais en moyenne générale, par rapport à ce que vous pouvez avoir aux États-Unis, vous avez des ETF de 0,05. Et on vous propose, vous devez payer ici 0,35. Et encore, il faut aller vérifier ça. OK? Donc, méfiez-vous de la complexité, les amis. Plus c'est simple, mieux c'est. OK? Parce que les stratégies les sophistiquées servent souvent à justifier des frais élevés, pas à générer des meilleurs rendements. Troisièmement, il faut éviter la ruine à tout prix. Les gens brillants comme ceux de LTCM ont joué à la roulette russe pour gagner un peu plus alors qu'ils étaient déjà riches. Et donc, il ne faut pas ne risquez pas ce que vous avez et dont vous avez besoin pour ce que vous n'avez pas et dont vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous m'entendez? Ne risquez pas ce que vous avez et dont vous avez besoin pour ce que vous n'avez pas et dont vous n'avez pas besoin. D'accord? Quatrièmement, la survie permet de faire travailler les intérêts composés. Pour bénéficier des intérêts composés, il faut rester dans le jeu. Il faut rester investi. Il faut avoir des cartouches. Donc l'humilité, c'est déjà une bonne base de départ pour survivre à long terme. Parce qu'investir, en fait, c'est très simple. Mais ce n'est pas facile. Parce que la difficulté ne réside pas dans les formules complexes, les maths, ce genre de choses-là. Non. La difficulté est là. Quand tu te lèves le matin, quand tu te mires, c'est lui ton ennemi. C'est cette personne-là. Et donc, tu dois connaître à peu près, psychologiquement parlant, quelles sont ses faiblesses et essayer de maximiser, déjà, les identifier et essayer de faire le moins d'erreurs à ce niveau-là. Parce que tôt ou tard, une fois qu'on a mis $100 ici, l'argent, quand ça rentre en jeu, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus. Et vous allez voir ici que les personnes, on aurait pu prendre l'exemple ici de Isaac Newton qui a perdu énormément d'argent en bourse. Après avoir gagné, il a presque perdu sa fortune. Pourtant, il était très intelligent. Pour moi, est-ce qu'il perd de l'argent? Parce que c'est de l'arrogance. Il avait fait de l'argent. Il a vu comment des gens qu'il considérait comme étant moins intelligents que lui gagnaient bien plus d'argent que lui, tout simplement parce que lui, il avait vendu un tout petit peu plus tôt. Il s'est dit, mais non, je remets encore. Or, il a acheté quoi? Une entreprise qui n'en valait pas la peine dès le départ. Donc, déjà, lui, il a eu un coup de chance. Il en a profité. Mais il a poussé son ego à faire ce qu'il aille mettre un tout petit peu plus d'argent ici. D'accord? Il a risqué ce dont il avait besoin pour ce dont il n'avait pas besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Histoire vraie, vous pouvez aller regarder. Isaac Newton a perdu de l'argent en bourse, vous tapez ça sur YouTube ou bien sur Google. Voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations nécessaires sont en description de la vidéo. Rejoignez un groupe qui pense long terme. Ce n'est que ça qu'on fait. OK? Parce que tôt ou tard, le marché viendra nous tester. Et le tempérament est très important. Mais le tempérament, en fait, si vous restez dans votre coin, ce n'est pas comme ça que vous allez le bâtir. OK? Bref. Ne me croyez pas sur parole. Doutez de tout. Faites fonctionner votre cerveau. OK? Et en attendant, chapitre 8, chapitre 20, investisseur intelligent, c'est la prescription annuelle. D'accord? Au moins une fois par an, on relit ces deux chapitres-là parce que vous allez voir que ça reste d'actualité. Je sais que je commence à parler comme une horloge brisée ici, mais voilà. Plus c'est simple, mieux c'est. On n'a pas besoin de compliquer la vie, les amis. Investir, ce n'est pas facile. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Investir, ce n'est pas difficile. C'est très simple. C'est très simple.
Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Bref, à bientôt.